C'est l'épisode 100. Et pour cet épisode, j'ai choisi de parler d'un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, et ce projet, c'est OpenStack. Je sais que ces dernières années, l'attention s'est terriblement tournée vers Kubernetes, mais avant l'arrivée de Kubernetes, tous les regards étaient tournés vers OpenStack. Il est légitime de se demander où en est le projet aujourd'hui. A-t-il disparu? Est-il toujours aussi actif? Ou a-t-il simplement atteint le stade de la large adoption? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Carrez, VP of Engineering at the Open Infrastructure Foundation, et Christophe Sautier, directeur du conseil pour Link by Net Amérique du Nord. Ensemble, nous revenons sur l'origine du projet, avant de parler plus en détail de son évolution, ce qu'il est aujourd'hui et ce vers quoi il se dirige demain. Salut les gars, bienvenue. Salut. Salut Stéphane, salut Thierry. Aujourd'hui, on va parler d'OpenStack. C'est étonnant parce que le projet a un peu disparu des radars. Alors, pourquoi? Je ne sais pas si c'est l'arrivée de Docker Kubernetes ou si c'est le projet qui a réussi à être ennuyeux comme il voulait l'être dès le départ. Mais alors, c'est l'occasion aussi de revenir un peu sur ce que c'est OpenStack, sa genèse, et puis après, on va élaborer un peu plus sur pourquoi on en entend moins parler peut-être aujourd'hui. Je vais peut-être commencer. Alors, le projet, lui, a commencé en 2010. Donc, si on se replace un petit peu à l'époque 2010, l'infrastructure, la fourniture d'infrastructure est très très propriétaire. C'est très dominé par le logiciel propriétaire. On a en gros Amazon Web Service côté infrastructure publique, et puis VMware qui domine beaucoup l'infrastructure data center privé, on va dire. Et il y a quelques solutions open source, mais c'est surtout du open core. C'est avec relativement peu d'ambition. Par exemple, ils cherchent pas à avoir beaucoup de montée à l'échelle potentielle. Enfin, il n'y a pas beaucoup de scale, on va dire. Ensuite, au niveau des API, c'est plutôt de la copie de l'API d'Amazon. Bref, on est vraiment sur une copie cheap d'Amazon qu'on pourrait faire tourner chez soi, mais pas quelque chose qui va pouvoir être déployé dans des grandes entreprises, qui va répondre à leurs besoins, ou qui va pouvoir être déployé par des gens qui veulent concurrencer Amazon. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là que OpenStack est créé, en combinant les besoins du cloud public, puisque c'était une équipe à Rackspace qui portait le projet. Donc Rackspace étant à l'époque un cloud public, enfin, on va dire un fournisseur de ressources d'infrastructures, mais qui voulait prendre le virage du cloud. Et puis un projet à la NASA qui était plus sur du cloud de recherche privée, on va dire. Et ces deux efforts se sont combinés pour faire un projet open source unique qui s'est appelé OpenStack et qui a été au départ piloté par Rackspace et ensuite mis dans une fondation indépendante, la fondation OpenStack. Donc c'est un petit peu comme ça qu'OpenStack a démarré, et je dirais que la genèse, c'est vraiment ce besoin d'avoir une solution open source pour faire ce que faisait Amazon Web Service à l'échelle mondiale à l'époque, et puis une solution qui permettait de faire des clouds privés et qui ne soient pas propriétaires. Et à l'époque, ça répondait quand même à un besoin. Rackspace a amené le côté compute, si je me souviens bien, tandis que la NASA était plus sur le stockage. Non, c'était l'inverse. Bingo. En fait, Rackspace avait déjà un produit très cloud qui ressemblait à Amazon S3 qui s'appelait Cloud Files, et ils n'avaient pas la partie VM. En gros, la partie compute n'était pas encore développée, et c'est ça qu'ils ont récupéré du projet qui était à la NASA, qui lui était un projet uniquement de compute. Donc, on est sur effectivement le stockage fichier objet, on va dire, d'un côté, et le pilotage de VM à la demande, on va dire, de l'autre. Donc, en termes Amazon, ça va être C2 et S3, quoi.
et ça a été la base d'OpenStack. C'est ça qui est l'élément un petit peu fédérateur et fondateur d'OpenStack, c'est d'amener une orchestration de plusieurs machines virtuelles avec des services externes, le tout sur différentes machines physiques, et le tout de manière simple et uniformisée, ce qu'on ne trouvait pas à l'époque. Comme l'a dit Thierry, hein, on trouvait quelques solutions dans l'open source, on trouvait quelques solutions de virtualisation, des hyperviseurs, c'est les balbutiements autour de KVM, KQMU et compagnie, mais c'était juste des machines individuelles. Si tu voulais commencer à jouer avec quelque chose d'homogène, il n'y avait pas grand-chose. Alors, ce que je trouvais surtout intéressant, c'est qu'ils aient bon, imité quelque part un peu AWS, mais surtout, ils ont bien pensé à avoir un modèle où ce soit pilotable par des API. Oui, c'est le modèle de consommation moi je parle d'infrastructure programmable, hein, c'est-à-dire de cette capacité à requérir de l'infrastructure via des API, qui était le modèle cloud Amazon, hein, et de faire de cette API vraiment la manière principale de consommer cette infrastructure. C'est-à-dire que là où VMware va faire les choses un petit peu dans l'autre sens, ils vont avoir quelque chose qui est très interface graphique, on manipule des VM séparément, etc. Et ils vont greffer une API dessus pour faire un peu plus à l'échelle, on va dire, passer à l'échelle. Côté OpenStack, on a pris l'approche plus cloud public, donc Amazon, Azure, Google, où c'est l'API qui est la manière principale de consommer la ressource, même s'il va y avoir effectivement des interfaces graphiques permettant de lancer une VM ou de stocker quelques objets. Mais en fait, quand on voit ceux qui passent à l'échelle et qui déploient vraiment à grande échelle, c'est uniquement les API qui servent. Oui, et puis d'ailleurs, tu le mentionnes Stéphane, mais au tout début d'OpenStack, tu avais les API d'OpenStack existaient, mais tu avais aussi une forte couche de compatibilité avec les API EC2 et S3 qui existaient. La compatibilité EC2 a disparu pour moi. La S3 a continué et continue à être utilisée aujourd'hui et est même devenu un petit peu un standard pour beaucoup d'outils. Mais le côté API était là d'entrée avec la volonté de se dire on va être compatible avec ce qui se fait chez Amazon pour permettre justement de faciliter la migration. Puisque c'est comme ça que marche Amazon. Amazon est un précurseur aujourd'hui à l'époque, hein, je me place à l'époque, est un précurseur que beaucoup de gens commencent à utiliser à grande échelle. On va faciliter la migration et donc on va se mettre déjà dans le même mode de fonctionnement. Et dans tous les cas, on voyait bien déjà à l'époque que c'était le sens de l'histoire. Mhm. Tu veux dire que la partie imitation de ces deux et pouvoir utiliser à peu près les mêmes API, donc utiliser par exemple du CloudFormation pour créer son infrastructure, ça s'est perdu avec le temps? Ah, je parlais carrément de l'API EC2. La compatibilité de HIT, qui est l'outil qui est le langage d'orchestration de OpenStack et donc l'équivalent de CloudFormation, oui, c'est un petit peu étiolé dans le temps, mais non, non, je parle vraiment d'une API EC2 qui existait. Oui, il y avait effectivement une API EC2. Au départ, en fait, on avait une forte pression pour implémenter les API Amazon dans OpenStack. Et en fait, autant sur la partie, je dirais, stockage d'objets, on avait une API qui était relativement clean, qui était assez simple, hein, stocker, récupérer. C'est pas non plus une API très compliquée. Autant sur EC2, l'API est beaucoup plus spécifique, beaucoup plus spécialisée de la manière dont Amazon gère les images, notamment les AMI. Et donc, au final, on se retrouvait avec quelque chose qui était extrêmement lié à la manière dont Amazon fait les choses. Et donc, effectivement, cette partie-là, elle est partie plus vite. Mais on s'est assez vite aperçu avec l'émergence notamment de Google Compute Cloud que l'API n'était pas en fait l'élément qui permettait de faire passer les gens d'un système à un autre. En pratique, il existait déjà des librairies qui permettaient d'adresser un peu n'importe quel cloud de toute façon. Et ce qui fait réellement le lock-in sur un cloud public, c'est les fonctionnalités et la manière dont c'est implémenté. C'est pas l'API. C'est-à-dire qu'au final, ce qui fait que les gens restent chez Amazon, c'est parce qu'ils ont commencé à taper dans tout le catalogue de services annexes et ils ont construit au final une architecture qui ne pourra tourner que chez Amazon, même si
quelqu'un d'autre implémentait ainsi par là les mêmes API, il faudrait qu'ils aient exactement les mêmes services, qu'ils soient implémentés exactement de la même manière. En pratique, avec le logiciel propriétaire, c'est impossible. Et donc, c'est pour ça qu'on voit catalogue d'Amazon apparaître un nouveau service toutes les 3 semaines. C'est aussi que c'est comme ça que l'écosystème se construit. Et même si 99% des revenus continuent de venir de C2 et de S3, en pratique, toute cette collection de plus petits services vont permettre à Amazon de retenir les gens une fois qu'ils auront, je dirais, utilisé à sa pleine puissance l'écosystème de services Amazon. Bien sûr. Après, quand on va chez un cloud provider ou qu'on a un cloud provider privé, la partie out of the box, c'est quand même magique. Ah, tout à fait, oui, oui. Moi, je pense que de toute façon, le cloud public est, enfin, ce côté, cette capacité à pouvoir essayer très vite, cette capacité à monter en charge très facilement, cette capacité à avoir tous ces services un peu magiques, effectivement, qui sont tout de suite à sa disposition, c'est un très grand plus. Et moi, je pense que de toute façon, on sera moi, je crois aussi dans les clouds publics avec OpenStack. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que cloud public contre cloud privé, c'est pas forcément Amazon contre OpenStack. C'est Amazon et OpenStack contre OpenStack aujourd'hui. Donc ça, c'est le tout début du projet. Est-ce qu'il a rapidement généré de l'attraction? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réalisé le potentiel qu'il y avait sous le projet d'OpenStack? Est-ce qu'il a été vite rejoint, par exemple, par des Red Hat, Ubuntu et autres? Ou est-ce que ça a pris un peu plus de temps et il a fallu faire ses preuves avant? Non, ça a été vraiment très très rapidement. Il y avait, dès le départ, en fait, on avait tout un écosystème d'entreprises qui étaient intéressées pour se greffer sur le projet. Il y a eu, c'était vraiment, avant même que le projet soit annoncé, il y avait déjà un design summit avec 100 personnes qui représentaient 50 entreprises différentes, dont tous les noms dont tu viens de parler. Ce qui a bloqué à un moment l'investissement plus avant de ces entreprises, c'est plus la gouvernance du projet. Le fait qu'il était entièrement piloté par Rackspace entre 2010 et 2012. Et en fait, c'est là qu'on a eu la pression, en quelque sorte, pour passer à un mode de gouvernance qui soit plus... même si le projet était complètement géré de manière ouverte, avec des élections pour le leadership technique, etc., il fallait que notamment la trademark, la marque déposée OpenStack, ne soit pas propriété d'une entreprise. Et donc, l'idée, c'était vraiment de passer cette dernière partie qui n'était pas encore, je dirais, neutralisée sur le groupe, de passer à une fondation qui soit en possession de cette marque et ne risque pas de la retirer de tout l'investissement que ces autres entreprises ont fait. Et à partir du moment où on a lancé ça, effectivement, Red Hat, IBM, HP, toutes les grosses boîtes ont commencé non seulement à s'investir plus, mais à investir, on va dire, violemment dans OpenStack, au point que pour moi, ça a créé des déséquilibres. Ça grossit presque trop vite. Je dirais à partir du moment, l'intérêt était surdimensionné par rapport à l'usage de l'outil. C'est un outil qui a un usage assez particulier, qui est ciblé pour un type d'entreprise relativement particulier, et tout le monde s'est jeté dessus comme si c'était la pierre philosophale, et que ça allait permettre de résoudre tous les problèmes. Ça va sans doute vous rappeler d'autres projets qui sont passés après. Il y a une espèce d'excitation de l'écosystème, de gens qui comprennent pas forcément très bien les aspects techniques, qui met une pression assez importante sur le projet, une pression de faire plein de choses dans tous les sens, plein de fonctionnalités qui n'ont pas forcément besoin, etc. Petite parenthèse, la fondation OpenStack, elle a été faite from scratch. C'est pas une fondation qui a rejoint la Linux Foundation, par exemple. Donc ça veut dire que, enfin, arrête-moi si je me trompe, ça veut dire que en plus de créer un nouveau projet tech qui générait beaucoup d'attention, il a fallu en fait créer un modèle de gouvernance
créer une fondation et sa façon de fonctionner également? Oui, on a dû créer une fondation à partir de rien. Alors bon, faut se replacer en 2012. Je dirais que il n'y a pas eu cette discussion d'un choix entre la Linux Foundation et créer notre propre chose. C'est-à-dire que clairement, les participants à l'époque voulaient une nouvelle fondation. Ça se passerait en 2020, peut-être que la discussion serait différente parce que aujourd'hui le paysage est plus exactement le même. Mais clairement à l'époque, on n'a pas, il y avait peu d'autres solutions, vu l'argent que ces entreprises voulaient mettre dans la fondation, vu les moyens, enfin, le retour qu'ils en attendaient en termes de services, de staff, etc., et de marketing, d'événements. Il faut voir que les OpenStack Summit étaient plus gros que tout ce que les autres fondations faisaient à l'époque. Et donc, en se remettant dans le contexte 2012, en fait, l'option de s'insérer à l'intérieur d'une autre fondation, vu les attentes autour d'OpenStack, était vraiment pas une option. Mmh, OK. Tu as dit ça a généré beaucoup de traction et même d'acteurs qui auraient peut-être pas dû y prêter tant attention. Moi, je trouve que c'était quand même assez révolutionnaire. Donc, c'est vrai qu'il y avait eu Amazon avant avec AWS, mais là, on avait l'occasion d'avoir son cloud on-prem, pilotable par des API, et ça faisait quand même beaucoup, beaucoup de sens d'aller vers cette solution plutôt qu'une autre à cette époque-là. Il y avait déjà eu un échec en plus, au préalable, enfin, que je qualifierais d'échec moi-même, avec Eucalyptus. C'est vrai que OpenStack a un petit peu, je dirais, créé son dynamisme sur les débuts des cendres d'Eucalyptus, avec Eucalyptus, qui était une solution qui avait été créée pour justement concurrencer Amazon, en se disant on va être entièrement compatible avec les API Amazon, ni plus ni moins. Sauf que c'était d'une complexité folle, c'était lourd à installer, on pouvait pas le déployer facilement, il fallait quand même, c'était un bon gros monolithique en Java à déployer, bon, c'était pas très amusant. Et donc, par rapport à ça, OpenStack est arrivé avec une certaine légèreté, ou en tout cas avec une décomposition, on va dire, entre différents projets. On l'a dit tout à l'heure, on avait déjà l'API EC2, enfin, on va dire l'équivalent d'API EC2, l'équivalent d'API de stockage, et puis la volonté de créer des services, et puis un dynamisme, et donc une décomposition avec des équipes qui ont commencé à se créer dans chacune des thématiques, avec une gouvernance ouverte. Et donc ça a permis de suite de décoller. Et oui, c'était une révolution, je suis d'accord avec toi là-dessus, sur le décollage a été très rapide. Thierry, tu as dit trop rapide après sur l'attraction qu'il y a pu y avoir. Mais c'est ce côté-là, je dirais, très exponentiel qui permet aussi peut-être à des solutions aujourd'hui de tirer des leçons de ce qui s'est passé. Mais c'était une révolution à l'époque, donc les révolutions de demain, forcément, se serviront et se servent déjà de celle de l'époque, oui. Et bon, l'autre aspect aussi par rapport à Eucalyptus, c'était que Eucalyptus, on ne pouvait pas monter en charge sans passer à la version propriétaire. C'est-à-dire que la version, c'était de l'open core, donc il y avait une version communauté, entre guillemets, open source, qui fonctionnait jusqu'à un certain point, et au-delà, ça ne fonctionnait plus. Pourquoi la NASA qui utilisait Eucalyptus a fini par écrire son propre système et de contribuer au projet OpenStack? C'était qu'ils atteignaient les limites de ce que permettait de faire la version open source. Ils n'avaient aucune envie, à l'échelle à laquelle ils voulaient le faire tourner, de payer Eucalyptus Professional ou je ne sais pas, Enterprise. Et donc c'est cette promesse aussi d'une gouvernance ouverte, cette promesse d'un produit où tout serait open source et il n'y aurait pas des fonctionnalités qui seraient gardées que pour certains. C'est surtout ça qui a fait pour moi, il y avait l'aspect technique, c'est sûr, mais pourquoi toutes ces entreprises se sont mises à contribuer? C'est parce qu'il y avait cette promesse d'une gouvernance ouverte qui, une nouvelle fois à l'époque, en se replaçant en 2010, était pas si commune que ça, qu'on voit maintenant, on va dire, dans d'autres projets, mais c'était vraiment à l'époque relativement révolutionnaire. Moi, je venais de Canonical et clairement, le projet Ubuntu, qui était un petit peu le maître sur lequel tous les autres se mesuraient, en tout cas en 2010. En fait,
n'avait pas cette gouvernance ouverte. Ça reste la propriété entière de Canonical qui fait exactement ce qu'il veut avec, même s'il y avait une forte communauté dont Christophe est un membre illustre. Au final, cette communauté est inféodée au désir de l'entreprise. Et donc, c'est aussi en réaction à ce modèle de gouvernance qu'on a créé OpenStack de la manière dont on l'a créé. C'est-à-dire en disant non, les contributeurs sont en charge du projet, les contributeurs élisent leur leader et il n'y a pas de, c'est personne d'autre qui va faire la direction technique du projet. Et ça s'est retrouvé de suite dès l'annonce de la création d'OpenStack. Je me souviens très bien c'était quoi? C'était 25 sociétés? C'est-à-dire que c'était, je crois que l'annonce, c'était de dire, voilà, le projet OpenStack est lancé et il y a 25 sociétés qui le soutiennent. C'était pas de dire, c'est la NASA Aerospace. Non, non, c'est, 25 sociétés qui vont travailler derrière. Et donc de suite, en fait, tu te mets une barrière, enfin, tu enlèves tes barrières justement en disant: «Vous savez quoi? On se met tous autour d'une table et on va avancer ensemble. Et on va pas être un qui va tirer de son côté». Alors, il y a eu des tentatives, hein, j'ai plein d'idées et de souvenirs, de voir des gens arriver, très, très excités en disant: «Ah, c'est génial, on va faire du OpenStack, on va travailler avec vous, on est heureux d'être avec vous pour la communauté», et puis 1 an après, tu voyais les mêmes qui disaient, «Vous nous avez jamais aimés, vous savez quoi? On quitte OpenStack, on part chez CloudStack». OK. Bon voilà, mais non, non, mais clairement, cette volonté d'être, ouvert et transparent a été là, de suite. Tout comme AWS, ça part sur deux projets donc, qui sont compute et stockage, et ça a évolué très vite. Il y avait des releases quand même super fréquentes, j'ai l'impression, aussi d'OpenStack. Je sais plus, c'était quoi le cycle de release? 6 mois? C'est tous les 6 mois, oui, c'est toujours tous les 6 mois. Donc, C'est toujours tous les 6 mois. Kubernetes a déjà ralenti. oui, mais de 3 à 6 mois. Donc, en final, il s'aligne sur notre modèle, c'est normal. 4 mois, ouais. Tu Tout en as à 4, fait. tu en as 3 tous les ans maintenant. 4. Ouais, ouais. Et du coup, alors le catalogue de ce qui était proposé a grossi. Bon, il y a eu très vite le réseau avec Neutron, et puis une multitude d'autres projets qui se sont greffés. Comment ça s'est passé cette période-là? Moi qui ai pu jouer un peu avec, c'était pas évident. En fait, si on allait selon le vendeur qui proposait OpenStack, que ce soit Red Hat, Ubuntu ou autre, on n'avait pas toujours la même intégration avec les différents projets. Oui, alors OpenStack, c'est vraiment une collection de composants qui vont être assemblés pour pour proposer un service de fourniture d'infrastructure, hein. Donc le principe, c'est que on déploie OpenStack sur ses ressources de base et ces ressources sont exposées à travers un certain nombre d'API. Il y a des API pour créer des VM à la demande, il y a des API pour créer des containers à la demande, il y a des API pour créer des clusters Kubernetes à la demande, il y a des API pour créer des réseaux pour connecter toutes ces choses-là, des API pour stocker des fichiers, des API pour créer des systèmes de fichiers, des API pour créer des systèmes blocs. Bref, au final, ça fait un peu puzzle. Et oui, et tu vas avoir du mal à avoir, on va dire, deux déploiements d'OpenStack qui sont strictement identiques, ce qui rend la chose très complexe à appréhender dès le départ. Alors, on a fini par avoir, on va dire, un cœur de projet autour de tout ce qui est nécessaire pour faire des VM, en gros. Et donc, ça va être tout ce qui est block storage, le service des images disques, le service d'authentification, le service de block storage et c'est tout. Et Le donc, réseau, oui, le réseau, je crois Oui, que le je l'ai réseau. le mentionné. réseau et le dashboard, il me semble. Ouais, le dashboard, voilà. Et en fait, ça c'est un petit peu la base. Et aujourd'hui, pour appeler son cloud un cloud OpenStack, elle veut avoir le droit d'utiliser la marque dans ce contexte. C'est ce qu'on est censé faire tourner. Donc, il y a, je dirais, une base, mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. Le côté kit, un peu boîte de Lego, ça a été une force, mais ça a été aussi une faiblesse parce que à appréhender c'est compliqué. Et de toute façon, hein, moi je pense que de toute façon le métier de fourniture d'infrastructure, c'est un métier qui est complexe et je pense pas que le logiciel permette de cacher cette complexité. Au final, on va toujours avoir, si on déploie 1 million de disques, on va toujours avoir 10%, enfin 1% des disques qui vont foirer, et donc des centaines et des centaines de disques à aller remplacer dans un data center. On va avoir mille et une manières dont le réseau peut foirer, et en fait,
la complexité du travail de fournisseur d'infrastructure, c'est pas quelque chose c'est quelque chose que tous les fournisseurs d'infrastructures rencontrent, et on peut pas dire que je vois pas comment le logiciel pourrait cacher le fait que c'est un métier qui est compliqué. Ensuite, le logiciel permet de le déployer plus facilement, d'avoir une communauté derrière qui permet de partager les mêmes questions, les mêmes réponses, les mêmes avis. Donc ça permet d'avancer ensemble, mais oui, on reste sur un niveau de complexité qui est quand même assez important. Après, tu sais, par rapport à ça, tu dis que enfin, d'un environnement OpenStack à un autre, on se retrouve perdu. Mais moi, j'ai toujours fait le parallèle ici. Non, perdu plus ou moins. Euh, j'ai toujours fait le parallèle entre les distributions OpenStack et les distributions Linux. Quand tu es sur une Red Hat ou quand tu es sur une Ubuntu, bah, tu n'as pas tout à fait les mêmes outils. Oui, tu vas avoir des fonctionnalités identiques, mais ne serait-ce que ta gestion des packages ne sera pas la même. Pourtant, ils vont faire la même chose au final. Ils vont installer ton packaging. Sur une Red Hat ou sur une Ubuntu, d'un côté, tu vas utiliser du user add, de l'autre côté, tu vas utiliser du add user. C'est pas les mêmes choses exactement. Ils vont faire la même fonctionnalité. Et donc, c'est cet assemblage, c'est cette manière de travailler avec laquelle tu vas te spécialiser, ou entre guillemets, tu vas apprendre d'un côté. Et donc, quand tu vas basculer sur l'autre, oui, tu vas avoir ce côté puzzle un petit peu différent, mais tu vas quand même arriver à te retrouver. Mais j'aurais eu l'impression que passer cette étape du corps qui donne une infrastructure vraiment basique, même si c'est très sophistiqué, le catalogue de services, c'est super important, et j'aurais pensé qu'il y aurait peut-être eu plus consensus autour des projets. Par exemple, moi, si je veux utiliser un club privé, ça m'intéressait bien d'avoir une DB à la demande, d'avoir du streaming à la demande, ou des choses comme ça. Et je ne sais pas si ça faisait consensus, justement, la façon d'implémenter ces différents services, et le consensus n'était que sur le corps. Oui, je sais pas. Écoute, pour moi, c'est surtout qu'il y a un moment où tout le monde voulait, enfin, tout le monde voulait plein de fonctionnalités, et donc oui, ça s'est retrouvé sur les composants qu'on a eu, qui d'ailleurs aujourd'hui, avec l'apparition notamment de Kubernetes en tant que standard de déploiement d'applications, deviennent un petit peu redondants, ou pas forcément pertinents, parce que à l'époque il n'y avait pas ces solutions-là, et donc oui, pour déployer des applications, pour déployer l'action de déployer une application sur cette infrastructure était plus à base d'une série de projets. Donc oui, on avait un projet de database à la demande. En pratique, dans le monde aujourd'hui, c'est un projet qui a de moins en moins de contributeurs, qui n'a jamais eu vraiment de grosse adoption, parce que aujourd'hui, on fait ces choses-là de manière différente. Ouais, et moi, ce que j'ai toujours ressenti, c'est que autant sur les parties IaaS, il n'y a jamais eu de problème, je dirais, sur l'adoption et même sur le consensus. Autant on a commencé à avoir un petit peu des choses se fissurer un petit peu dès qu'on a commencé un petit peu à monter dans les couches et tu vois, arriver vers le pass en fait. Tu vois, par exemple, tu parlais de Trove, la base de données à la demande. Pour moi, est-ce qu'on met ça dans du pass ou est-ce qu'on met ça dans du IaaS? C'est moins évident déjà. Et donc, c'est sur ces services additionnels sur lesquels on arrivait un petit peu plus à certaines limites en fait. Et à avoir moins de consensus parce que les acteurs qui étaient là étaient des acteurs plutôt, je dirais, de fournisseurs de services de base et pas forcément des acteurs de services additionnels. Alors, Trove était poussé par une entreprise qui faisait plutôt bien, mais voilà. Mais après, c'est vrai que tu arrivais pas à avoir, t'arrivais moins à avoir de consensus derrière ça, puisque c'est plutôt là-dessus que les gens voulaient faire le fameux lock-in dont on parlait tout à l'heure avec les providers cloud publics. Je vois ce que tu veux dire, et ça veut dire que le projet Core, en fait, te permet d'avoir les abstractions de base qui vont te permettre après de construire tout le reste. Mais aujourd'hui, dans l'écosystème OpenStack, par exemple, on est sur toujours du core, où bon, l'exemple de la DB as a service, c'est peut-être pas le meilleur, même si je pense quand même qu'il y a une traction pour ça, parce que quand je vois RDS, donc qui est l'équivalent chez Amazon, est quand même un service qui est très utilisé. Mais on peut prendre d'autres exemples. Le service de streaming, c'est peut-être pas évident non plus, parce que ça reste très propriétaire peut-être.
Moi, je pense que ce qui manque sur les briques qui sont à plus haut niveau comme ça, c'est en fait chacun. C'est très très proche de la manière dont l'opérateur a envie de l'implémenter. C'est-à-dire que on se retrouve avec l'opinion de quelqu'un dans le projet de le Trove par exemple, c'était l'opinion qu'avait cette entreprise-là de la manière dont c'est fait. En pratique, OVH, quand ils ont essayé de l'implémenter, ils ont dit mais c'est pas comme ça qu'on a envie de manager nos databases. Et en fait, donc c'est facile d'être consensuel sur, je sais pas, comment on stocke un objet dans S3. C'est pas facile d'être consensuel sur comment on manage la base de données au-dessus de VM. Et donc, au final, moi, rétrospectivement, avec le bénéfice de ce que j'ai appris entre-temps, je pense qu'on aurait dû faire ces projets qui étaient à plus haut niveau, on aurait sans doute dû les faire en dehors du projet. C'est-à-dire qu'on a dit non, non, vous êtes tous les bienvenus, tout le monde peut venir, etc. Et en pratique, oui, tu te retrouves avec un pass qui va être une implémentation vraiment très spécifique de ça et qui va avoir du mal à tirer le type d'attraction nécessaire pour avoir vraiment cette masse critique de contributeurs qui vont permettre de passer à l'étape suivante. Et autant c'est facile sur les briques inférieures d'infrastructure, autant sur des briques un peu spécifiques, je sais pas, Hadoop as a service ou database as a service ou etc. Là, ça devient un peu chacun a son opinion et au final, on s'aperçoit qu'il y a il y a peu de réutilisation. Et le bénéfice d'OpenStack, c'est évidemment de collaborer ensemble sur une solution commune. Si c'est pour que chacun fasse sa solution dans son coin, autant le faire en dehors d'OpenStack. Aussi peut-être parce que le fait d'être dans une fondation, et c'est un milieu où peut-être, là-dessus je m'avance, mais c'est plus bienveillant, on va dire, que ce que pourrait être un cloud provider. On a vu, par exemple, AWS réécrire, en tout cas s'approprier Elasticsearch pour faire une réécriture d'une bonne partie. C'est quelque chose qui aurait peut-être pas pu arriver au niveau du projet OpenStack. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une conséquence directe. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Christophe? Mais, la différence, c'est que d'un côté, tu as un éditeur d'une solution, enfin, là, les 2 sont des éditeurs de solutions, mais tu as un éditeur, qui, gère son projet AWS et qui fait, comme bon lui semble, et de l'autre côté, tu dois avoir un consensus. Si tu veux arriver à avoir des contributeurs, Thierry parlait de masse critique à l'instant, il te faut un consensus. Donc, si tu peux pas avoir de consensus parce que chacun a sa manière de faire, tu y arriveras pas, tout simplement. Et d'ailleurs, au niveau du réseau sur OpenStack, je me souviens très bien que dans Neutron, il y a eu des moments où on se limitait entre guillemets à des fonctionnalités de base, parce que les fonctionnalités plus avancées pouvaient, je dirais, être, implémentées de manière différente en fonction des fournisseurs. Et donc, pour éviter justement de perdre ce consensus d'avancement commun, mais on préférait se limiter à moins de fonctionnalités et laisser le choix à d'autres personnes, enfin, aux différents acteurs, comment est-ce qu'ils voulaient implémenter les fonctionnalités plus avancées. Et est-ce que c'est à considérer comme un frein, rétrospectivement? Parce que les sons de cloche que j'ai eus, encore une fois, on avance un peu dans le temps, mais OpenStack a eu énormément de succès. Et puis à un moment, il s'est un peu effacé. On a parlé d'une communauté qui était très fragmentée. Alors, entre ce besoin de consensus qui fait penser à une communauté qui est très, justement, les uns proches des autres et bienveillants les uns avec les autres, et cette question de fragmentation de l'écosystème d'OpenStack, où est le juste milieu? Ouais, moi, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment remarqué depuis l'intérieur. Peut-être que Christophe a une vision externe un peu différente. Personnellement, là, quand on parle notamment enfin, quand moi je parle de période d'abondance et d'une période, on va dire, de maturité maintenant, en termes notamment d'adoption, ça n'a jamais baissé. C'est-à-dire que non seulement on a des nouveaux utilisateurs tout le temps, mais on a aussi une augmentation constante de la taille des déploiements. On avait créé en 2017
le club des 100 000 CPU core, qui était en gros tous les utilisateurs qui avaient déployé OpenStack sur plus de 110 000, plus de 100 000 cœurs CPU. Donc ça fait, on va dire, quelques dizaines de milliers de machines physiques. Et là, en fait, cette année, on va devoir créer le club des 1 million. C'est-à-dire qu'on a un nombre non négligeable d'utilisateurs qui ont déployé OpenStack sur plus d'1 million de cœurs CPU. Les Walmart, les Line, les Verizon, des grosses entreprises qui ont un gros besoin d'infrastructures, qui ne peuvent pas se tourner vers le cloud public parce que ça leur coûterait un bras et l'autre. Et donc, au final, ces gens qui ont investi sur OpenStack continuent d'investir dedans. Donc, je dirais que l'adoption est pour moi séparée de la question de l'énergie autour du projet et de la visibilité, on va dire, presse ou la visibilité, l'excitation dans le monde de la tech qui, elle, est passée depuis on va dire 2015-2017 sur une excitation autour de Kubernetes qui a capturé en fait cette espèce de curiosité que les gens avaient pour la technologie. Donc oui, aujourd'hui il y a moins de presse autour d'OpenStack, il y a aussi moins de contributeurs, on est sur des nombres beaucoup plus raisonnables de contributeurs, mais en termes d'adoption, je dirais, on est surpris par le fait que voilà, les déploiements sont multipliés par 10 en taille en l'espace de 3 ans ou 4 ans. Donc c'est quand même pas des petits investissements. Pour donner une idée sur le nombre de contributeurs, le pic ça a été Newton. On a eu à peu près 50 000 changements. Alors c'est des périodes de 6 mois. Donc 50 000 changements, l'équivalent de pull request. Donc vraiment des éléments de code revus par des humains qui vont dire oui, je suis d'accord avec les tests qui passent, etc. Donc on avait à peu près 50 000 changements pour une période de 6 mois avec 2600 contributeurs. Pareil sur une période de 6 mois. Et là, le cycle qui va se terminer, là, on a une release qui sort dans quelques semaines. On est autour de 16 000 changements, donc 16 000 pull requests, avec à peu près 700 auteurs, donc les auteurs étant les gens qui écrivent ces patchs, pas les gens qui commentent ou qui les approuvent, les gens qui écrivent ces patchs. Donc oui, c'est beaucoup plus raisonnable, on va dire, mais ça reste, je dirais, un nombre de contributeurs que beaucoup de projets open source aimeraient avoir, et en tout cas un des 3-4 projets open source les plus actifs au monde. Donc on est toujours sur des nombres très importants. Il y a juste qu'au lieu d'être délirant, on est maintenant sur un plateau, on va dire, un peu plus raisonnable. La difficulté, c'est que on a construit des structures qui survivent à ces 50 000 changements, à ces 2600 utilisateurs. Et ces structures, maintenant qu'elles sont en place, elles peuvent être un peu lourdes pour un nombre, je dirais, plus raisonnable de contributeurs. Donc, au final, on a cette impression qu'on a créé des grandes salles dans lesquelles il y a il y a beaucoup moins de monde dedans, mais en pratique, si on fait un pas en arrière et on regarde, ça reste un nombre de contributions et de contributeurs qui est très actif. C'est amusant ce que tu dis Thierry là, parce que ça m'a fait penser un petit peu à une présentation que j'ai donnée, je crois, pour les 7 ans d'OpenStack. Je crois que tu étais dans la salle d'ailleurs, c'était à l'OpenStack Day à Paris, où c'était 7 ans d'OpenStack, hype, échec ou maturité. C'était le titre de la session et de la conf. Et en fait, je montrais pas mal de graphes où on se rendait compte qu'effectivement, OpenStack avait eu, quelque temps avant, une petite courbe de croissance plus haute qu'à ce moment-là. Mais en fait, ça s'expliquait. Ça s'expliquait via le nombre de contributeurs qui était un peu plus restreint, via le nombre de changements qui était un peu plus restreint. Mais en fait, on se rendait compte en analysant après d'autres éléments au-delà des purs chiffres et des purs nombres de commits, qu'en fait, on arrivait sur de la maturité. Et donc, cette phase de maturité que l'on avait il y a 3-4 ans, on continue à l'avoir aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a besoin de réinventer la roue en permanence?
Moi, je pense pas. Je pense que si on a quelque chose qui fonctionne bien, beh, c'est bien de savoir, «s'en contenter» entre guillemets. Alors il y a toujours des petites choses à améliorer, des petites choses, mais il y en a beaucoup moins que, quand c'était au tout début d'OpenStack. Je me souviens de plusieurs discussions que j'ai eues avec Thierry notamment, où je lui demandais: «Mais est-ce qu'il y a une volonté, tu crois? Est-ce que c'est important de conserver ce rythme des 6 mois dont on parlait tout à l'heure?» Alors que, au début, c'est important effectivement de sortir, de sortir, de sortir pour atteindre un niveau, nécessaire, pour atteindre un seuil nécessaire, de fonctionnalité. Mais une fois qu'on l'a, peut-être qu'on peut arriver sur un mode, un petit peu différent qui nous permettrait d'arriver justement à faire des choses un peu moins, je dirais, voilà, un peu moins rythmées et un petit peu moins, ouais, comme ça. Mais ça me fait vraiment penser à ça, à ces chiffres-là. On doit pouvoir retrouver la presse quelque part. Mais comme j'ai dit en introduction, moi je suis le projet OpenStack depuis environ 2012-2013. Ça a toujours été une volonté de la communauté qu'à un moment, cette hype sur OpenStack redescende. Ils voulaient pas trop de hype. Je pense que ça fait partie du cycle de vie normal d'un projet open source. Au début, il faut créer de la hype, il faut créer de l'attraction pour qu'on s'intéresse, avoir des contributeurs. Et puis, une fois qu'on a cette masse critique de contributeurs, voire de consommateurs, la hype est moins intéressante. Oui, et puis ça fonctionne dans les deux sens, hein. Toi, les événements, par exemple, on est monté à 10-12 000 personnes sur 2 summits par an. Aujourd'hui, voilà, mais quand on a commencé, il y en avait 100. Donc finalement, si on peut se stabiliser autour de 2 000 personnes réellement intéressées, plutôt que 10 000 badauds qui se disent, il faut à tout prix que j'aille voir ce truc, que j'essaye de comprendre ce qui s'y passe. C'est Voilà, il y a un seuil, comme tu dis, qui est beaucoup plus raisonnable. Moi, enfin, je me rappelle de l'époque effectivement où on cherchait à faire du drama sur OpenStack. C'est-à-dire que la presse cherchait la petite bête, le moindre, on postait nous sur notre mailing list voilà, sans penser que ça allait être monté en épingle par la presse, détourné, tordu pour essayer d'y trouver le mal. Et en fait, aujourd'hui, on est content que finalement les journalistes ne lisent pas la mailing list tous les jours en cherchant un truc à monter en épingle pour dire ça y est, c'est la chute. Euh, et bon, c'est d'autres projets qui génèrent ce type d'excitation de la presse. Voilà, moi je suis assez content d'être, comme tu dis, un peu boring, comme en français, hein, Ennuyeux. ennuyeux. Voilà. En plus, l'infrastructure, c'est ennuyeux, hein, faut être clair. Il y a une raison pour laquelle plus personne n'a envie de s'en occuper, hein. Mais malheureusement, il faut encore qu'il y en ait qui s'en occupent, et donc pour cela, OpenStack sera là. Il y a quand même eu des dramas récents. La sortie de Fuse, par exemple, de OpenStack. Parce qu'ils ont plus leur propre distribution, il me semble qu'ils ont arrêté l'année dernière. Oui, alors SUSE est effectivement arrêté d'investir dans OpenStack. C'est pas les premiers qui arrêtent, hein. Je dirais qu'à un moment, de toute façon, l'écosystème se consolide et il y a quelques gagnants qui émergent. En pratique, chez nous, on a vu donc IBM arrêter, on a vu HP arrêter, on a vu SUSE arrêter, et à la place, Red Hat augmenter son implication, Ubuntu, enfin Canonical, générer une grande quantité de ses revenus à partir de sa distribution OpenStack. Mirantis aussi qui a bien tourné, qui a aussi pris le virage Kubernetes au bon moment. Donc je dirais que sur la partie distribution et boîtes qui peuvent effectivement, je pense pas que ce soit un écosystème de 72 boîtes, mais ce sera pareil avec Kubernetes, hein. Il va y avoir aussi une consolidation à un moment, et ceux qui n'ont pas réussi à construire un bon business model ou quelque chose qui va permettre de bien monétiser leur investissement, ils vont en sortir. SUSE, effectivement, alors pour moi, c'est pas vraiment une décision technique, c'est plus une décision, on va dire, stratégique, entre le rachat de Rancher, entre le changement de CEO. Il y a un moment où ils ont juste tiré la prise, à la surprise des contributeurs sus d'ailleurs. Et donc voilà. Mais pour moi, c'est pas plus important que les virages d'HP ou le virage d'IBM en son temps. Alors évidemment, l'histoire est amusante puisque IBM a racheté Red Hat, hein,
qui reste le plus gros contributeur de très loin à OpenStack. Donc bon, voilà, ça tourne, ça revient, ça. Et aujourd'hui, alors, cette communauté, tu dis, il y a toujours une très forte adoption de la part des utilisateurs. Est-ce qu'il y a eu aussi cette volonté, donc il y a eu cette mode du container, il y a eu cette mode de l'orchestrateur de container. Est-ce que c'est des virages qu'OpenStack a pris rapidement ou la communauté était un peu plus lente à les intégrer, justement parce que fut un temps, il y a eu trop de projets qui ont été intégrés peut-être trop vite, sans réel besoin. Je pense pas que le virage ait été lent à être pris. Notamment, pour moi, je suis pas sûr qu'il y ait un virage à prendre. C'est-à-dire que les solutions type Kubernetes et autres qui sont des solutions cloud native, elles ont besoin d'un cloud. Ce cloud, il faut qu'effectivement on fournisse toutes les primitives nécessaires pour que ça puisse fonctionner. C'était déjà le cas. Donc quand on a pris le virage, on va dire Kubernetes, c'est en fournissant un projet qui permet de déployer des clusters Kubernetes, qui s'appelle Magnum. En pratique, on peut le faire comme ça, mais on peut le faire de 10 autres manières différentes. On peut ne pas utiliser une API OpenStack, on peut directement utiliser Cluster API dans Kubernetes pour déployer sur des ressources OpenStack. C'est-à-dire aujourd'hui la meilleure manière de l'utiliser. On a à peu près 40%, 50% des gens qui utilisent OpenStack, les ressources sont utilisées pour faire du cluster Kubernetes. Donc au final, je suis pas sûr qu'on avait besoin tant que ça de s'adapter. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on avait créé des projets qui, comme Murano par exemple, qui était un projet de déploiement d'applications qui utilisait les containers au-dessus de machines virtuelles OpenStack. Bon, en pratique, à partir du moment où Kubernetes a, on va dire, officialisé des best practices sur le déploiement d'applications et aujourd'hui une quantité de bien connue, je suis pas sûr que ce projet-là ait une raison d'être. À partir du moment où on a des conteneurs, est-ce qu'on va déployer des pseudo-conteneurs Murano plutôt que des conteneurs Docker? Voilà, il y a un moment où la technologie qui consomme ces clouds a évolué d'une certaine manière, et pour moi, ces projets, App Catalog qu'on avait à une époque qui permettait de choisir des applications, c'était en gros un Docker Hub. Bon, il y a un moment où il a fallu tirer les conclusions du fait que Docker a gagné la manière de déployer les applications containerisées et pas continuer ces projets-là. Donc oui, il y a eu des adaptations à faire et c'est toujours compliqué d'arrêter un projet dans une communauté. C'est des gens qui sont sympas, ils veulent continuer à le faire. À quel moment on dit c'est fini? Qui dit c'est fini, etc. Donc ça prend du temps, généralement, les projets survivent un petit peu plus longtemps qu'ils ne devraient. Donc certains composants d'OpenStack, comme ça, qui à mon avis, sont plus technologiquement nécessaires et qui existent, et dont certains existent encore aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que Murano, je le compare un peu à Bitnami. Donc Bitnami, il faisait des applications pour le cloud dans AWS. On pouvait déployer ce qu'on voulait avec ce catalogue d'applications. Aujourd'hui, après le rachat par VMware, c'est plutôt un catalogue d'applications qui est certifié par VMware. Donc, il y a une manière aussi de dire que on va pas déployer n'importe quoi, n'importe comment. On peut certifier que l'application est déployée en respectant des bonnes pratiques, en ayant du support ou des choses comme ça. Donc, est-ce qu'il est si inutile que ça, ce projet, même à l'ère du container? Moi, je pense qu'il est inutile parce que on a un autre projet qui s'appelle Zoom qui lui permet de déployer un conteneur directement en utilisant sa référence Git. Et donc finalement, c'est la manière dont les gens déploient des applications aujourd'hui. Murano qui avait son propre catalogue, son propre format de conteneur, pour moi, c'est une technologie qui est obsolète aujourd'hui. Mhm. Parce que voilà, il y a d'autres manières, y compris dans OpenStack, de déployer des applications. Par rapport à ça, il manque peut-être effectivement le lien graphique, on va dire, entre Zoom et un Docker Hub ou ce genre, ou un peu comme peut le trouver à Bitnami, je dirais, entre ton catalogue d'applications directement en disant dans Zoom, je veux te lancer comme ça. Mais honnêtement, aujourd'hui, combien de gens lancent à échelle raisonnable, on va dire, des conteneurs de manière unitaire ou basculent directement sur des solutions à base de cubes avec du Helm ou des choses comme ça?
Et en fait, on se retrouve sur une solution, le niveau au-dessus et là, tu as besoin de consommer, en fait. Tu te retrouves avec un besoin de consommer, dans du Kubernetes et pas trop pas sur des modes intermédiaires. Donc en gros, tu vas avoir ton OpenStack, ton kube dessus et tout ce qui est au milieu, c'est moins intéressant, je dirais. Je parle vraiment pour l'applicatif, je parle pas de tous les rouages qu'on peut retrouver au niveau du réseau et ces choses-là, bien sûr. Mais pourtant, avoir un catalogue qui est certifié, entre guillemets, parce qu'il ne va pas utiliser des images communautaires dont on ne sait pas d'où elles viennent et comment elles ont été construites, ou qui, par défaut, va viser à sécuriser l'application, même si c'est du Helm, est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir ce catalogue? Il me semble que d'ailleurs, enfin c'est possible que Red Hat le fasse avec son opérateur hub, c'est-à-dire on peut trouver des opérateurs, mais Red Hat va regarder à le cycle de vie, la maturité, etc. Donc avoir un catalogue d'applications, ça, je pense pas que ce soit un mauvais point. Après, c'est peut-être pas Murano qui a eu besoin de changer parce que il se focalisait sur la VM et il y a eu un autre projet qui se focalisait sur le container qui arrive entre temps, ou le container ou Kubernetes. Mais ici, c'est pas le rôle d'OpenStack de faire ça. C'est le rôle du cloud provider ou enfin, en tout cas pour moi, c'est le rôle du fournisseur de services, justement, de faire ça. C'est-à-dire que ton OpenStack, tu vas le déployer, soit pour tes utilisateurs locaux, et donc c'est à toi, en tant que gestionnaire de l'infra, de dire, je vous propose d'utiliser tel élément, et vous pourrez taper là-dessus parce que j'ai fait mes recherches et je vous garantis que ça marchera par rapport à ce que vous voulez. Mais c'est pas le rôle du projet OpenStack, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, c'est un petit peu se recentrer sur l'infra, sur les besoins et pas s'éparpiller sur des couches trop hautes, en fait, qui ne Ça, sont peut-être pas nécessaires et qui sont laissées à d'autres personnes là-dessus. Et c'est un excellent point. En fait, pour moi, la différence, une des choses qu'on a dû apprendre un petit peu sur le tas, c'est exactement qui on sert exactement avec OpenStack. Et au départ, c'est on sert tout le monde, et hop, tout le monde doit pouvoir se servir d'OpenStack pour tout faire. Et en pratique, plus on a avancé, plus on était dans une solution qui est là pour permettre aux fournisseurs d'infrastructures de fournir cette infrastructure. C'est pas destiné à des développeurs. C'est pas destiné à fournir des API pour des développeurs. Et ça, finalement, c'est ce que Kubernetes a créé, en quelque sorte au-dessus d'OpenStack. C'est cette API qui permet de déployer des applications et qui, du coup, ça s'adresse vraiment directement à un public de développeurs-déployeurs. Et ça, c'est quelque chose que j'en ai pris conscience assez tardivement à un des premiers KubeCon où en gros, il y avait un jour de keynote où c'était que des gens qui fournissaient des clusters Kubernetes, donc des fournisseurs d'infrastructures, qui expliquaient voilà comment on fait tourner nos clusters Kubernetes, ça on est Spotify, on en attend, etc., etc. Hein, et donc ça nous permet de fournir ça à nos équipes de développeurs, et les équipes de développeurs elles déploient leurs applications dessus. Et le lendemain, c'était que des gens qui avaient des cas des use cases d'applications qu'ils avaient déployés sur Kubernetes. Mais c'est deux populations complètement différentes. C'est pas le même métier, en fait. Et donc, une fois qu'on comprend ça, on voit que OpenStack est ciblé vers ces fournisseurs d'infrastructures. Qu'est-ce qui leur permet de construire ces services à valeur ajoutée, comme un catalogue d'applications, comme de la DB as a service, etc. Et plutôt que d'essayer de faire vraiment des API qui vont permettre le déploiement direct d'applications. Finalement, il y a d'autres applications qui permettent de faire ça, qui sont bien plus adaptées et qui sont tournées vers les développeurs. Donc vraiment, pour moi, la ligne cloud natif et Kubernetes, c'est un peu la limite. En dessous, il y a ceux qui doivent fournir le cluster, et ça fait partie des fournisseurs d'infrastructure, et donc c'est un petit peu dans notre zone, en tout cas en open source. Et au-dessus, les consommateurs de l'API, qui sont, je dirais, les consommateurs de l'écosystème cloud natif, qui ont besoin d'un cloud qui leur est fourni par un fournisseur d'infrastructure. Une fois qu'on voit bien cette différence, on comprend un petit peu mieux le positionnement et en fait quel est le scope réel d'OpenStack aujourd'hui. Et ça, moi, ça m'a pris 7 ans pour le placer correctement pour formaliser cette idée que j'en avais, pour comprendre où est-ce que finalement c'était nous et où est-ce que c'était plus nous. Ok, je vois. Donc ça veut dire que le projet OpenStack est destiné à une population comme, je vais prendre un cloud provider, OVH Cloud par exemple, qui va lui consommer le projet pour faire de l'infrastructure et proposer de l'infrastructure as a service plus
la DBA de service plus tel autre et tel autre service, et pas... Parce que j'ai toujours en tête, moi, OpenStack comme étant aussi une solution que on adopte quand on est une entreprise pour avoir son cloud privé. Et dans ce cas-là, ça fait peut-être plus de sens de pouvoir aller assez loin dans les projets qu'on a envie d'intégrer. Par contre, c'est vrai que ça fait moins de sens pour un cloud public qui, après, lui, va créer ses services par au-dessus. Et cette population de personnes qui veulent un OpenStack on-prem pour leurs propres besoins, elle a pas ces besoins? Alors, si enfin, c'est une bonne remarque que les gens qui sont en cloud privé, ils vont avoir un besoin qui est un peu plus de services spécifiques. Quand on regarde CERN, par exemple, donc, qui est un déploiement assez important d'OpenStack qui gère essentiellement, enfin 99% des ressources informatiques du CERN, on est aujourd'hui, ils ont déployé énormément de composants OpenStack. C'est un des déploiements qui pour moi a un petit peu essayé de cocher toutes les cases, et donc ils fournissent énormément de services avancés à leurs utilisateurs, mais en pratique aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'ils déploient, c'est du cluster Kubernetes. Ils ont une grosse installation de Magnum qui leur permet d'avoir une API pour déployer ces clusters Kubernetes sur les ressources OpenStack, bare metal et VM, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, OpenStack, c'est aussi beaucoup pour le provisionnement de machines bare metal directement. Et donc du coup, je pense que oui, tu as raison. Il y a cette tentation. Le problème étant que, une nouvelle fois, l'implémentation de ce type de service à haut niveau devient l'opinion de quelqu'un en particulier. Et s'il n'y a pas, en gros, une manière un peu standard de faire, c'est difficile d'avoir un projet sur lequel beaucoup de gens vont se greffer parce que chacun va vouloir le faire exactement de sa manière. Et donc, voilà, c'est pour ça que, par exemple, OVH Cloud, dont tu nous donnais l'exemple, ils ont déployé la plupart des services de base d'infrastructure. Par contre, les services de plus haut niveau, type Database as a Service, ils ont créé leur propre solution qui consomme de la ressource OpenStack en dessous. Moi, c'est un petit peu ça a été un petit peu mon créneau, je dirais, et la chose sur laquelle j'ai essayé de beaucoup insister pendant pas mal d'années, c'est de ne pas voir OpenStack que comme la solution pour du cloud public. C'est-à-dire que solution pour du cloud privé, qu'elle soit on-prem ou je dirais hébergée sur dans des data centers extérieurs, hein, c'est pas très grave, mais solution pour du cloud privé pour des plus petites entreprises. Parce que quand on parle d'un fournisseur de cloud public, on est de suite sur des énormes volumes, alors qu'OpenStack peut être très adapté pour des plus petites entreprises, pour leurs besoins quotidiens en fait. Parce que tu es une boîte de dev, que tu as besoin de lancer quelques instances régulièrement, de les arrêter et que tu as envie d'avoir quelque chose où tu claques des doigts et que de suite, tu vas avoir ton instance qui va popper en quelques secondes, comme tu l'as sur du cloud public en fait. Mais tu as envie de faire ça avec des serveurs à toi parce que tu aimes bien le côté rationnel du paiement où tu achètes ton serveur et après tu le gères. Ou parce que tu as des problématiques différentes de législation qui sont à côté. C'est ce qu'on a essayé de pousser, nous, chez nos clients. Chez nos clients, on a beaucoup de gens qui ne sont pas des fournisseurs de cloud et qui utilisent OpenStack comme du cloud privé. Et des fois, je trouve que au niveau du projet dans sa globalité, on a peut-être un peu trop mis de côté ce genre de use case, de petits déploiements, je dirais. Alors que pour moi, ce genre de petits déploiements était justement une des vraies forces d'OpenStack, sur lequel on aurait peut-être pu plus insister. Bon, après, on refait pas je dirais l'histoire, c'est comme ça, mais c'est tout à fait valable. Et dans ce genre de petite structure, je suis pas sûr que d'avoir une plateforme tout en un, tout intégré. Non, les gens, des fois, ils aiment bien regarder ce qu'il y a dedans, ils aiment bien toucher, ils aiment bien faire leur choix. Mais d'ailleurs, tu dis ça, mais il y a on l'a dit tout à l'heure, un nombre énorme de services chez du AWS, mais lancer je dirais, une fonctionnalité à la demande, un conteneur à la demande avec ta marketplace. Je connais pas ce service chez AWS. Tu as un service catalogue qui te permet de créer ton propre catalogue de services, mais c'est à toi de créer ton service. Tu dois écrire dans CloudFormation, tu dois faire tout ça. Tu as pas, je dirais, Non, il y a à une ma mar- connaissance. Alors, tu as il y a une une marketplace, marketplace, ouais. mais c'est plus quelque chose d'extérieur parce que tu es sur leurs produits à eux. Mhm. Ça permet de consommer leurs produits à eux, en effet. Oui, ça permet de produire. Oui. Une dernière question qui va
parler un peu de l'avenir d'OpenStack, mais par ce biais-là, est-ce que d'une certaine manière, l'arrivée de Cube, ça n'a pas aussi retiré une épine du pied, entre guillemets, à OpenStack? Parce que, on l'a dit, c'est un IaaS, et c'était compliqué à une époque peut-être parce qu'il y avait une confusion entre la plateforme as a service versus l'infrastructure as a service. Et d'une certaine manière, Kubernetes peut bien se positionner beaucoup plus facilement en tant que plateforme as a service que ne le fait OpenStack. Du coup, les gens qui veulent consommer plutôt donc des recettes toutes faites ont plus facile à mettre en place un cube sur de l'OpenStack pour aller consommer une DB, que sais-je, une application quelconque qu'ils trouveraient dans un Helm chart. Je suis tout à fait d'accord que ça enlève une épine du pied du projet, parce que en fait, s'adresser à la fois aux fournisseurs d'infrastructures et aux développeurs, c'est pas facile. En fait, c'est assez compliqué d'avoir deux types de publics complètement différents en termes de communication. Comment on parle aux gens, à des développeurs d'OpenStack, alors que très très probablement ils ne seront pas ceux qui vont l'installer. C'est une des choses qui a été le plus compliqué. Et donc finalement avoir cet espace de problème géré par Kubernetes plutôt que de devoir effectivement faire une solution parfaite pour le déploiement d'applications, je pense que c'est effectivement un plus. Alors en termes d'avenir, pour moi, quand on a commencé OpenStack, bon déjà on ne pensait pas que ça deviendrait aussi gros. Il y a un moment où on a cru que ça allait être tellement gros que ça allait éliminer tous les clouds publics propriétaires. En pratique, aujourd'hui, si ça devient le standard pour pour faire cette fourniture d'infrastructures en open source, je serais content. Je suis pas pour l'extinction de Amazon, de Microsoft et de Google. Hein. Je pense que ils me survivront, mais au final, ce que je veux, c'est que les autres qui ne veulent pas, ne peuvent pas ou n'ont pas ce choix-là, puissent avoir une solution. C'est vraiment de fournir cette technologie à tout le monde. Et là où une des choses qu'on voit là relativement récemment, sur les 2 dernières années, c'est vraiment l'émergence de ce besoin de cloud souverain en France, en Allemagne, mais aussi en Amérique du Sud, en Afrique, en Chine, au Japon, etc., où on voit une émergence de beaucoup de nouveaux clouds publics OpenStack, hein, alors que c'était plutôt sur le retour, parce que avec un marché essentiellement américain qui était complètement phagocyté par les plus gros, les hyperscalers. Et au final, on arrive à tout un écosystème de cloud public OpenStack dans ces endroits où, en gros, la législation ou les besoins ou la localité aussi. On a des déploiements d'OpenStack qui jouent sur le fait qu'il faut être à un certain endroit très précis. Il y a une startup là, qui vient de rejoindre la fondation, qui s'appelle maintenant l'Open Infrastructure Foundation, puisqu'on a d'autres projets que OpenStack. Et ben, c'est un fournisseur qui va s'installer sur l'île de Guam au milieu du Pacifique, parce que c'est là où les câbles Internet passent, et tiens-toi bien, ça permet d'avoir une latence équivalente pour les gamers qui sont en Chine que les gamers qui sont aux États-Unis. C'est-à-dire, ils vont faire du hosting de e-sport pour laisser la même chance, la même latence réseau pour les participants des deux côtés. Donc, ils vont faire un cloud OpenStack uniquement pour faire du gaming, avec une latence de leur île au plein milieu du Pacifique. Voilà. Et tous ces cas-là, Amazon ne va pas y aller à Guam. Hein. Enfin, je veux dire, il y a un besoin de la technologie et permettre d'avoir cette technologie-là partout. Pour moi, c'est le futur de l'infrastructure ouverte et c'est le futur d'OpenStack. Alors, je sais que j'avais dit que c'était ma dernière question, mais tu m'as fait penser à une chose que je m'étais dit tout à l'heure. Est-ce que aujourd'hui, pour des raisons de coût notamment, est-ce que tu vois certaines personnes qui sortent des hyperscalers pour revenir vers de l'OpenStack? Alors oui, en fait, bon, la question du modèle de coût est bon, ça, on pourrait faire un épisode entier dessus, mais moi je crois beaucoup au cloud hybride parce que je pense qu'il y a toute une zone de consommation où le cloud public est la meilleure solution et toute une série de cas d'utilisation où le cloud privé va permettre de faire énormément d'économies. Quand on voit les marges que font les hyperscalers, c'est assez rapide.
le calcul est assez rapide. Alors, il y a deux types de migration. Tu vas avoir effectivement des gens qui partent du cloud public, pas OpenStack, qui vont aller vers du cloud public OpenStack, et il y a ceux qui vont installer une certaine quantité de ressources en OpenStack privé et faire l'excès, on va dire, sur le cloud public. Et en fait, c'est un peu le modèle. Quand je parle de ces entreprises qui ont 1 million de cœurs de CPU, les trois, elles utilisent les clouds publics, elles utilisent tout Amazon, elles utilisent tout Azure, elles utilisent tout Google. C'est-à-dire que, et en plus, ils n'en utilisent pas qu'un, ils en utilisent plusieurs. Donc, en négociant des tarifs, etc. Le jeu, c'est d'avoir une bonne partie de ses ressources chez soi pour gérer la charge constante et d'utiliser le cloud public en période de grossissement de charge pour pouvoir absorber ce coût-là. Et c'est aujourd'hui ce qu'on voit chez les gros déploiements, c'est ce type d'utilisation. Oui. Christophe, un mot en conclusion peut-être? C'était chouette. Non, je suis assez aligné, bien sûr. Après, sur le futur, je pense que OpenStack a fait sa mue aussi. On l'a pas mal évoqué, a appris aussi de son chemin. L'évolution vers OpenInfra est assez parlante, ne serait-ce que dans le nom aussi. Le fait de nier l'envol de Kubernetes serait une erreur qui n'a pas été faite. Moi, je me souviens de pas mal d'OpenStack Summit ou les derniers OpenInfra Summit où justement il y avait des tracks entières dédiées à Kubernetes et sur l'intégration avec Kubernetes. Et aujourd'hui, on le voit bien. Enfin, moi, dans mes équipes, j'ai toujours eu des gens on a fait de l'OpenStack très tôt, mais on a des gens qui continuent à en faire aujourd'hui. Et on ne s'arrête pas, en fait. On a toujours des contrats. Alors, on a beaucoup de demandes, on a énormément de demandes et on a beaucoup de choses auto Kubernetes aussi, bien sûr. Mais on a toujours des gens qui continuent à faire du OpenStack avec des nouveaux déploiements. On fait encore des nouveaux déploiements d'OpenStack. Donc, c'est quelque chose qui est quand même, je dirais, assez marquant et assez notable. C'est là pour durer, donc. Thierry, Christophe, merci beaucoup. Merci à toi et puis bon anniversaire. Merci. Merci et bonne 100e épisode alors. C'est Merci ça, beaucoup. c'était l'anniversaire dont je parlais. Exactement. Retrouvez Thierry sur Twitter @tcarez et Christophe @chrissautier. Et bien sûr, retrouvez le projet OpenStack sur openstack.org. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.